Avec Code 43, vous allez découvrir une structure mal comprise dans la grande pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh. Il s'agit des chevrons qui protègent les deux chambres supérieures, celle dite du roi et celle dite de la reine. Nous allons voir dans cette vidéo que les égyptologues et les archéologues sont passés à côté d'éléments pourtant essentiels et bien visibles. Bonjour, bienvenue sur Code 43. Je voudrais, avant de commencer cette nouvelle vidéo, remercier tous les gens qui sont venus sur Code 43 et qui ont fait l'amabilité de s'inscrire ou bien de me laisser des commentaires vraiment très sympas. Voilà, donc merci beaucoup et puis j'espère que ce qui va être publié plus tard vous plaira tout autant que ce que vous avez vu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des chevrons, les chevrons que on voit comme ici à l'entrée sur la face nord de la pyramide de Khéops. Voilà. Avant de commencer, ce qu'il faut, c'est se représenter un petit peu la pyramide de Khéops en coupe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de localiser à l'intérieur de la structure où se situe la chambre qu'on appelle la chambre de la reine et la chambre un peu plus haute qu'on appelle la chambre du roi. On va regarder quelle est la hauteur de blocs entassés au-dessus des deux pièces. À une condition, c'est d'imaginer qu'il n'y a qu'un seul chevron. Voilà. Alors, Gilles Dormion, par exemple, dit qu'il y en a trois, et je suis relativement d'accord avec lui, pour une bonne raison, c'est que dans les pyramides suivantes, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Trois chevrons sur les chambres dites funéraires. Alors, au-dessus du chevron de la chambre de la reine, il y a à peu près 116 mètres de hauteur de pierre. Au-dessus du premier chevron, s'il n'y en avait qu'un, de la chambre dite du roi, il y a à peu près 66 mètres par rapport à la pente sud. Alors pourquoi il y en a aussi peu? En fait, la chambre du roi est décalée par rapport à l'axe de la pyramide de 11 mètres. Comme la pente est une proportion de 14 par 11, ça veut dire que si on se décale de 11 mètres, on gagne 14 mètres de hauteur. Et c'est pas rien, parce que chaque mètre cube de calcaire pèse environ 2600 kg, 2,6 tonnes. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un petit calcul d'estimation, on n'est pas à quelques tonnes près, eh bien, au-dessus de la chambre de la reine, on a à peu près 300 tonnes par mètre carré de masse qui appuie sur le calcaire. Si on se place au-dessus de la chambre du roi, là c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que vu qu'on est plus près de la pente, il y a moins de calcaire. Et donc on est aux environs de 170, 172 tonnes par mètre carré. Mais le calcaire en lui-même, il faut savoir combien il peut supporter. En compression, attention, en compression et pas en flexion. On l'avait vu avec la chambre du roi, si les plafonds sont en granit, autant en compression c'est très très résistant, autant en flexion, pas du tout, ça peut fracturer. Eh bien le calcaire c'est pareil. Donc en compression, si on appuie très fort sur le calcaire, écoutez bien, on peut supporter jusqu'à 5000 tonnes par mètre carré. Alors vous voyez, c'est que on est très très loin des limites que peuvent supporter les pierres. Mais alors avant d'aller plus loin, il faut d'abord se rappeler qu'est-ce qu'un poids. Un poids, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Ça se représente par une flèche. Mais pour vous, c'est quoi? Eh bien, attention, parce qu'il ne faut pas confondre avec votre masse. Votre masse, c'est ce que mesure votre balance quand vous montez dessus. 75 kg. Un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Mais si vous voulez connaître votre poids, eh bien, votre poids, pour l'avoir à peu près, il faut multiplier par 9,81. Et si vous n'êtes pas exigeant, vous multipliez par 10, voilà. Donc, si vous avez une masse de 75 kg, dirigée vers le bas, à cause de l'attraction de la planète, eh bien, vous allez avoir une force qui vous tire de l'ordre de 750 newtons. Alors moi, des fois, je dis newton, c'est un abus de langage, mais je fais pas trop attention. Donc, des newtons pour faire plaisir à tout le monde. Alors, on vient de le voir, une force, ça se représente par une flèche.
Et votre poids, c'est donc un vecteur dirigé vers le bas sur une verticale qui vous amènerait, s'il n'y avait pas le sol, jusqu'au centre de la planète. Voilà. Alors, quel est l'intérêt? C'est que si on utilise cette représentation, on peut voir que une force peut être la somme de plusieurs. Donc sur la diapo que vous avez à l'écran, vous avez une force qui s'appelle P1 et deux autres qui s'appellent P2 et P3. Donc si on regarde dans les dimensions qui sont utilisées, vous avez la dimension de P1 qui est égale à la dimension de P2 plus la dimension de P3. Ça, c'est quand les forces sont dites parallèles. Mais c'est pas le cas tout le temps, donc on peut avoir des forces dans n'importe quel sens. Eh bien, si on garde la même intensité de P1, regardez bien sur l'écran, eh bien on peut avoir une force P2 qui a une certaine pente, et une force P3 qui a elle aussi une pente. Et la somme fait la même proportion que celle qu'on avait avant avec deux forces qui s'additionnent verticalement. Voilà. Donc ça veut dire que si on utilise ce principe, regardez bien le chevron, vous voyez que il est avec de la pente. Donc ça veut dire que si on appuie au-dessus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le calcaire va se débrouiller pour faire glisser, en guillemets, les forces vers l'extérieur de la maçonnerie, là où il y a beaucoup de blocs de pierre qui se tiennent les uns les autres. Et donc on va disperser l'effort vertical sur les côtés. Alors, disperser, oui, mais encore faut-il qu'on ait un bon contact. Alors comment on fait? Ah bien, on va mettre face à la pression qui s'exerce grâce au chevron un obstacle, et cet obstacle, ça s'appelle une culée. Alors comment ça marche? C'est simple, la force qui est dans l'alignement du chevron, quand elle touche la culée, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si elle se séparait en deux forces distinctes. Une qui est horizontale et une qui est verticale. Alors quand on fait des calculs, c'est très pratique, parce qu'on peut utiliser les angles avec les cosinus, les sinus, tout ça, et ça permet de faire des analyses en 2D ou en 3D d'une façon très simple. Mais pour ce qui nous concerne à nous, qu'est-ce que ça va montrer? Ça montre simplement que plus on pousse, plus on va avoir tendance à écarter les blocs qui servent de butoir, c'est-à-dire les culées. Et pour pas que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelque chose de massif, quelque chose qui se tienne bien et quelque chose qui ne puisse pas bouger facilement. Alors, évidemment, comme on ne détruit pas la pyramide pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière les culées, eh bien, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme j'ai fait, c'est de regarder ce qui se passe sur la pente. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la pyramide est construite par un empilement de rangées de pierres. Et ces rangées de pierres, on appelle ça des assises. Donc, il y en a tout un tas. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est deux rangées d'assises que les archéologues n'expliquent pas. Alors, ils ne les expliquent pas tout simplement parce que juste en dessous, les assises sont plus petites en hauteur, et juste au-dessus, de la même façon. Donc, jusqu'à présent, c'était toujours quelque chose d'incompris. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, regardez bien. Ces deux assises, elles portent le numéro 35 et 36. L'assise 35, l'assise 36. L'assise 35, elle fait à peu près 1,20 m de haut, comparativement aux pierres qui sont en dessous, qui font quasiment la moitié. Alors pourquoi? Ben, si on a fait ça, c'est simplement parce que ça servait. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est bien beau, on a un chevron. Mais, on a dit tout à l'heure, il peut y en avoir jusqu'à 3, et c'est quelque chose de commun pour les pyramides qui ont suivi. Alors, on part de l'hypothèse qu'il y a 3 chevrons. Mais, contrairement à ce que, par exemple, représentait Gilles Dormion, et ce que représentent beaucoup d'autres, ces chevrons, s'ils ont tous la même dimension, ça veut dire que la force verticale que chacun dévie vers le bas, eh bien, elle s'additionne avec celles qui viennent des autres chevrons. Donc, ça veut dire qu'on met verticalement une très forte pression. Sauf que ça, c'est pas intéressant, parce que ça pourrait pousser les murs et les faire bouger légèrement. On casserait les joints,
On va peut-être bouger les pierres un petit peu, bien que ça soit déjà beaucoup plus difficile, mais les joints, on pourrait les casser. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Bah, c'est simple. Si vous mettez des chevrons, dont le premier est relativement étroit, le deuxième un tout petit peu plus grand, et le troisième, vraiment, franchement, beaucoup plus grand. Eh bien, ça veut dire que on va avoir 3 niveaux de culée. Et évidemment, vous l'avez compris, celle qui va prendre la charge la plus grande, c'est celle qui sera la plus haute. Alors, on va regarder sur le dessin. Donc regardez bien. Si je représente la chambre de la reine avec 3 chevrons et que ces 3 chevrons, je leur donne une forme proportionnelle, plus on va vers le haut, plus c'est grand. Eh bien, la culée du chevron le plus haut s'appuie, tenez-vous bien, sur l'assise 35 et 36. Donc les Égyptiens n'avaient pas fait ça au hasard. Ils l'avaient fait exprès pour consolider la force verticale dispatchée sur les côtés pour éviter qu'il y ait quelque chose qui bouge là-dessous. Et donc, on peut le voir quand on visite la chambre de la reine, il n'y a rien qu'à bouger. Les plafonds sont intacts, il n'y a pas de fissures, il n'y a rien. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a bien des fissures, mais c'est pas à l'intérieur de la chambre, c'est sur quelque chose qui a été creusé à l'extérieur du volume de la chambre. Et c'est quelque chose qui porte le nom de niche, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, les archéologues disent ah ben, c'est parce que là on a creusé un truc et on mettait une statue au milieu. Bon, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut voir, c'est que si cette niche est à l'extérieur du volume de la pièce, elle n'est pas protégée par les chevrons. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les bâtisseurs? Eh bien, ils ont construit cette niche en encorbellement. Les mêmes encorbellements qu'on trouve dans la grande galerie un peu plus haut. Alors, ça sert à quoi? L'encorbellement, ça sert à faire d'une façon mécanique beaucoup moins pratique le même effet que les chevrons. Sauf que, au lieu d'écarter rapidement, eh bien, on est obligé de le faire très très lentement, et donc ça donne des pièces qui sont très très hautes. Alors ça, c'est pas très pratique. Si on regarde le plan, on a les assises 35, 36 dont on vient de parler. Mais si on regarde un tout petit peu plus haut, en fait, quand on est dans la pente, on se rend compte qu'il y a une assise qui, elle aussi, est beaucoup plus grande que les autres. C'est la 44e. La 44e qui est forcément au-dessus de la 43e. Donc la 43e, ça devrait vous faire penser à la hauteur du niveau du sol de la chambre du roi. 43 mètres. Vous allez me dire, bon, et 44 alors. Ouais, 44, multipliez donc par 10. Et si vous multipliez par 10, vous en avez 440. Sauf que la largeur, ou plutôt la longueur du mur extérieur de la pyramide, c'est-à-dire ce qu'on appelle sa base, fait 440 coudées royales. Vous voyez? Mais revenons un peu plus bas, c'est-à-dire en dessous de la 635. En dessous, c'est forcément l'assise numéro 34. Alors rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la chambre du roi, on a dit que dans les plafonds dites des chambres de décharge, il y en a 4 qu'on ne peut pas voir. Donc on en voit 9 quand on est dans la pièce, mais il y en a 4 plafonds au-dessus. Et ces 4 plafonds comportent 34 poutres. Vous voyez un peu le lien? Alors revenons à cette fameuse chambre de la reine. On a dit que les poutres qui servent à faire les chevrons sont de 3 dimensions différentes. Ben, alors la plus grande, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Bah écoutez bien, elle est très épaisse. Elle fait quasiment 2,60 m. Sa longueur, c'est à peu près 10 mètres. Et quand on regarde, quand on est dans la chambre de la reine, on regarde au plafond, on voit que certaines des poutres qui servent de chevrons font presque 1 mètre de large. Et alors, si on fait un petit calcul rapide, eh bien, on a une poutre de chaque côté, sur le chevron le plus haut, qui fait pas loin de 65 tonnes. Vous voyez? C'est presque aussi lourd que les poutres de granit qu'on a dans la chambre du roi. Donc ça veut dire que non seulement il fallait se les bouger, je vous dirai pas comment parce que je le sais pas, mais en plus de ça,
Il fallait les positionner d'une façon très précise, et je pense que 65 tonnes à positionner, ça doit pas être simple. Alors maintenant, si on se pose la question de qu'est-ce qui se passe sur la chambre la plus haute, celle qu'on appelle la chambre du roi, eh bien, on sait que au-dessus du dernier plafond des chambres dites de décharge, il y a un chevron. Mais on ne sait pas s'il y en a 2 ou 3. C'est une supposition qu'on va faire. Supposons qu'il y en ait 3. Bien. Alors, ce qu'on constate dans la chambre, la dernière chambre de décharge, c'est que le chevron s'est écarté. Alors, pourquoi il se serait écarté? Ben, rappelez-vous, quand on a évoqué les chambres de décharge, on a dit que le mur sud s'est probablement affaissé de quelques millimètres. Et alors, si c'est le cas, ça veut dire que la culée a bougé. Et ça veut dire que le chevron a basculé légèrement pour retrouver un équilibre. Alors il a basculé et ça a fait s'écarter un tout petit peu les zones de contact. Alors Gilles Dormion, qui lui a pu visiter cet endroit, nous dit c'est écarté entre 3 et 5 cm. C'est quand même pas rien. Ça veut dire que la partie au sommet qui, elle, est toujours en contact, elle est écrasée. Fortement. Les culées, elles tiennent toujours la charge. Le mur, lui, est un peu descendu, c'est ce qu'on a dit, et ça a fracturé les poutres des chambres dites de décharge, mais pas sur le mur nord. Alors pourquoi? Parce que regardez sur la diapo, on voit bien que le mur nord est situé pile poil au-dessus du chevron le plus grand, c'est-à-dire celui le plus haut, de la chambre de la reine qui est presque 20 mètres plus bas, un peu plus de 20 mètres même. Alors, il était au-dessus d'une zone dure, quelque chose qui le tenait. Donc lui n'a pas bougé, mais le mur sud s'est affaissé un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Bon, ça va être relativement simple. Les bâtisseurs savaient extrêmement bien ce qu'ils faisaient pour protéger la chambre de la reine. La question c'est, pourquoi est-ce qu'ils ont décalé la chambre du roi? Ça, c'est une problématique qu'on verra dans une autre vidéo, parce qu'il faudrait développer quand même pas mal. Mais je vous donne un indice, si on décale de 11 mètres et que la pente de la pyramide c'est 14 sur 11, vous voyez, il y a quand même un petit détail qui devrait nous intéresser. Deuxième petit détail, on en rediscutera, si toutes les chambres ont été décalées vers l'est, le couloir d'accès étant décalé de environ 7,5 mètres par rapport à l'axe central de la pyramide. Ça veut dire qu'on a décalé exprès pour laisser une zone vide, absolument vide, pour y mettre autre chose. On en discutera dans une prochaine vidéo, vous verrez, il y a des choses à dire. Au revoir, à très bientôt.